Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée en sport. Les léopards locaux et professionnels ont débarré les séances d'entraînement aujourd'hui à 10 h. Le regroupement en vue de la double confrontation des éliminatoires CAN Gabon 2017 contre les Palanca Negra d'Angola a débuté hier avec l'arrivée des quelques sélectionnés parmi les 23 qui sont à Kinshasa. L'eau et l'emploi, c'est le thème 2016 de la journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars. Plusieurs facteurs, tant environnementaux, économiques, infrastructurels, ne favorisent l'accès à l'eau potable. Les détails dans ce journal. Des dégâts importants sont enregistrés au campus universitaire du lac Goma, dans le nord Kivu, après des affrontements entre étudiants d'institutions différentes. Dans ce journal, les détails avec notre correspondant dans la région. Le calme est revenu au campus universitaire du lac Goma dans la province du Nord Kivu après les échauffourées ce matin entre étudiants, des dégâts importants qui font état de bâtiments incendiés, des dizaines de blessés et plusieurs dégâts matériels. C'est le bilan de cet incident. L'origine de cette discorde, une tension vieille d'au moins 3 ans qui divise les étudiants. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont adopté hier le calendrier de la session de mars. Plusieurs matières sont inscrites à l'ordre du jour et une place de choix est accordée au contrôle parlementaire. Même exercice à la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs ont adopté le calendrier de la session de mars qui comporte 13 nouvelles matières. Outre le contrôle parlementaire et les arrivées législatives, les arriérés dont fait partie la proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État élus. Suivez. Première plénière de la session de mars au Sénat, après la cérémonie d'ouverture solennelle du mardi 15 mars dernier. Une plénière consacrée à l'adoption du calendrier pour ces 3 mois de travaux. Outre les validations des mandats et le contrôle parlementaire, les élus des élus devront examiner 13 nouvelles matières. Surtout les 13 nouvelles. Donc notre tentative est de faire une moitié qui commence à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat. On s'est dit qu'au courant de cette session, il faudrait qu'on épuise et qu'il n'y ait plus d'arriérés et qu'on tourne le regard vers la programmation des élections. Donc c'est le principe au Sénat, on confie une matière à une commission permanente. Et cette commission peut se faire associer de tout sénateur ou de toute autre commission qui détient l'expertise en cette matière-là. Donc là, ça ne pose aucun problème. Parmi les arriérés législatifs devant la table des élus figure également la proposition de loi portant statut des anciens chefs d'État élus. C'est pour nous une question essentielle parce que la gouvernance politique globale est sous-tendue par la solution des questions importantes, notamment celle de l'avenir des anciens présidents élus. Il faudra que dans l'aménagement de notre vie politique, que les chefs d'État qui ont servi la nation ne soient pas traqués à la fin de leur mandat, et de la sécurité de leur vie, de la place que nous allons leur donner dans notre système politique. Le Sénat tient à vider toutes les matières inscrites à l'ordre du jour. Une réunion est même prévue avec le bureau de la Chambre basse du Parlement pour harmonisation. L'accès à l'eau dans plusieurs pays du monde demeure à ce jour un véritable problème. Plusieurs facteurs tant environnementaux, économiques qu'infrastructurels ne favorisent l'accès à l'eau potable. Le thème choisi en cette année est l'eau et l'emploi. Et parmi les populations qui souffrent de l'accès à l'eau potable figure celle du quartier Kitokimosi dans la commune de Selembao. À l'occasion de cette journée internationale de l'eau, ses habitants lancent un SOS pour trouver gain de cause. L'accessibilité à l'eau potable demeure encore un vrai casse-tête dans plusieurs coins de Kinshasa. Le climat aussi dans la commune de Selembao est dramatique. Les habitants ne s'en remettent qu'à la demeure de la nature, lui soutirer le liquide qui du reste ne donne aucune garantie. Sur les plans sanitaires, une situation déplorable de plus de 10 ans pour faire face à cette pénurie d'eau potable. Ce coin, d'au moins 40 000 âmes, se roule sur l'unique source encore exploitable depuis toutes ces années de peine. Aucune initiative privée de créer de forages n'est sciée non plus manifestée.
Situation aggravante, ce point d'approvisionnement en eau est juste à proximité des installations sanitaires. Les conséquences dues aux infiltrations des eaux des puits septiques sont redoutables pour de nombreuses maladies hydriques. Ici, nous avons un sérieux problème d'eau. Nous souffrons beaucoup. Regarde comment je transporte ces gros bidons. Avant, on avait 2 robinets. Depuis un certain temps, l'eau n'y coule plus. L'eau est vraiment difficile. Se réveiller à 4 heures, nous sommes obligés de laisser nos enfants encore endormis. Cette eau nous aide à faire la vaisselle, la lessive, ça sert aussi de bain. Nous allons vers l'autre rive pour chercher de l'eau à boire. Si on n'y trouve pas, on n'y boit que cette eau des sources. Cette eau sert à préparer et à boire. Que les autorités nous aident. Kitokim aussi, si l'on peut lui coller l'extension de la signification de son nom, la fierté d'être saint, cette agglomération de la commune de Selembao crie à l'aide. Parlons santé à présent, dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus et sensibilisation des femmes sur les valeurs ancestrales du peuple de la sagesse Oyo. Voilà des thèmes abordés lundi par le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie avant le lancement de la campagne de consultation gratuite de cancer du sein et du col de l'utérus. Le secrétaire général du PPRD a assisté à une séance de sensibilisation sur le rôle de la jeunesse dans la résolution des conflits à travers la sagesse Oyo du Congo central. Une démarche qui renseigne l'appui du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. À travers cette campagne de consultations gratuites, le parti présidentiel veut éradiquer ce fléau en République démocratique du Congo où les chiffres attestent un nombre d'environ 200 000 femmes qui meurent chaque année des suites du cancer du col de l'utérus. Nous faisons un travail que doit faire un parti politique, c'est participer au bien-être de la population et de tous ses membres par la formation, mais aussi par la prise en charge des problèmes qui les assaillent. La question du cancer du col de l'utérus devient un problème de santé publique. Donc tout ce qui est conçu pour pouvoir éviter que cela n'arrive, il y a notamment le dépistage. Nous avons donc conçu de contacter les médecins de notre parti, pour la plupart des gynécologues, qui vont faire donc des consultations gratuites pendant 10 jours pour le moment afin de détecter ce cancer du col de l'utérus, s'il n'y a pas, s'il y a au début, quelles sont les mesures qu'on peut prendre en cours de route. Une initiative de l'association savante de santé publique du PPRD, fortement saluée par les bénéficiaires. Merci. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, les femmes sont à 52%. Et nous avons besoin de telles initiatives par rapport aux femmes. Mais bien avant le lancement de cette campagne de dépistage du cancer du sein et du col utérin, le secrétaire général du PPRD a pris part à une séance de sensibilisation sur les valeurs ancestrales de la sagesse Oyo de la province du Congo central dans la résolution de conflits. Une activité organisée par les musées nationaux. Nous avons voulu insister sur la culture Oyo parce que la culture Oyo utilise un langage de couvercle à proverbe. Parce que la femme dans la société n'avait pas de paroles. Elle avait une parole, mais une parole agissante au travers des signes, au travers justement un langage proverbial, un langage de sagesse. Ça doit servir parce que la femme peut insuffler des choses importantes, des solutions importantes au travers de l'homme. Ces activités sont inscrites dans le cadre du mois de mars, mois dédié à la femme, notamment pour ce parti qui entend s'impliquer dans les enjeux de la société. Avec ses 25 années d'expérience, plutôt d'existence, le centre hospitalier Mère-Enfant Monkole a reçu une visite de l'ambassade de France en RDC et de l'Agence française du développement pour la France qui est comptée parmi les principaux partenaires financiers de cette unité médicale. Près de 5 millions d'euros ont été investis en faveur de l'hôpital Monkole pour sa construction et l'équipement de la maternité du centre Mère-Enfant. La situation du système de santé et l'état de santé des populations congolaises constituent pour la France un sujet de préoccupation majeure.
À l'occasion de la 25e année d'existence du centre hospitalier Monkole, l'ambassade de France en RDC et l'agence française de développement à Kinshasa ont effectué une visite dans les installations de cet hôpital général de référence de Mongafula 1. Tout a été scruté, de la réception en passant par tous les services, à savoir la pédiatrie, la maternité, la médecine interne, la chirurgie, le laboratoire, la pharmacie et les 2 blocs opératoires. Pour assurer une bonne hospitalisation, ce centre hospitalier dispose d'un centre de traitement d'eau et un centre de traitement d'air. Côté dialectique des malades, Monkole dispose également d'une unité de restauration adaptée à chaque cas de patient, avec ses 306 professionnels parmi lesquels le médecin, les infirmières, les pharmaciens et autres techniciens. Monkole est prêt à rendre des soins humanisés. Une conférence de presse a sanctionné cette visite. Question pour les autorités de cet hôpital d'expliquer le fonctionnement de cette unité médicale en prélude de ses 25 ans d'existence en RDC. Ce 26 mars, le centre hospitalier Monkole ouvrira de journées portes ouvertes et visites guidées, suivies de la remise de médailles au personnel ayant totalisé 25 ans de carrière. Une opération dénommée « Je veux mon quartier propre » sera également organisée en collaboration avec l'autorité municipale de Mongafula pour assainir le quartier et l'inauguration du panneau indicateur de l'hôpital qui sera érigé sur la route bypass. Autre visite, c'est celle du ministre de la Santé qui a visité hier le cabinet ophtalmologique Ariel, un centre bien équipé pour une bonne prise en charge des personnes ayant des problèmes oculaires, ce dans le but d'accompagner et de promouvoir le secteur privé dans le domaine de la santé. La République démocratique du Congo dispose désormais d'un centre de diagnostic et de traitement ophtalmologique moderne. Le cabinet ophtalmologique Ariel a reçu dans ses locaux le ministre de la Santé publique. Félix Kabange-Numbi est venu apporter son soutien à cette initiative privée. En plus du diagnostic, ce centre fait également le suivi de l'évolution du patient. J'ai visité la salle d'opération avec 2 machines spécifiques, une pour les cataractes, les glaucomes, l'autre pour la rétine, donc, et pour les tératomes. Donc je me rends compte sincèrement que c'est un centre de dernière génération. Avec des équipements de haute technologie, ce cabinet a suffisamment inspiré le ministre qui envisage le lancement très prochainement du pôle de l'ophtalmologie en RDC. Nous sommes à l'ère de la modernisation. La révolution de la modernité est une réalité. Ici, vous avez des automates, des appareils qui vous permettent de poser le diagnostic dès que le malade arrive, non seulement pour le problème principal pour lequel il vient, mais même pour certaines pathologies pour lesquelles nous posons généralement de diagnostic lorsqu'on est à un stade très avancé. Pour le promoteur de ce cabinet, la consultation est à un prix abordable, une manière de garantir la prise en charge de toutes les catégories de la population. Le prix de consultation n'est pas très élevé et c'est ce qui fait que nous recevons tout le monde, que nous demandons toujours à nos patients de se faire consulter dans le délai, dans le temps, et de le faire ici sur place. Parce que ça ne sert à rien d'aller à l'étranger aussi longtemps que nous avons et l'équipement et les compétences pour le faire. Après visite, tout porte à croire que ce cabinet dispose des équipements qu'il faut pour une bonne prise en charge. Et enfin, pour boucler le chapitre santé, vous le savez, une peur gagne de plus en plus la population sur la fièvre jaune qui serait réapparue en RDC, précisément dans la province du Congo central. Pour éclairer la lanterne sur ce sujet, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi, a tenu un point de presse lundi à Kinshasa. Le docteur Félix Kabange-Numbi est revenu sur la situation actuelle de la RDC par rapport au pays frontalier d'Angola où sévit cette pathologie depuis décembre 2015. Suivez. En République démocratique du Congo, à ce jour, dans la province du Congo central, nous avons eu une vingtaine de cas suspects et environ 28 prélèvements ont été faits sur ces patients
Et au niveau de l'INRB, 7 échantillons se sont avérés positifs. Il s'agit d'un cas à Kimpese, de 3 cas à Sonampangu, 2 cas à Matadi, et nous avons également un cas dans la périphérie de Matadi. Ça fait 7 cas positifs pour lesquels nous avons envoyé les résultats ou les échantillons à Dakar pour la confirmation. Y a-t-il épidémie en République démocratique du Congo? Je dis non, alors qu'un seul cas de fièvre jaune peut signifier une épidémie. C'est comme dans le cas d'Ebola, parce que ce sont toutes des fièvres hémorragiques. Pourquoi je dis qu'il n'y a pas épidémie et que la RDC n'a pas déclaré d'épidémie? Parce que nous avons les fiches des 7 patients pour qui le test s'est révélé positif. Les 7 patients ont une histoire d'un séjour récent en Angola. Même si Dakar confirmait que c'est positif, nous ne déclarerons pas l'épidémie parce que ce sont des cas d'importation. Voilà pourquoi nous invitons la population à des mesures de lutte anti-vectorielle. Aujourd'hui, nous devons nous battre pour assainir notre milieu. Nous devons nous battre pour éviter la stagnation des eaux, de pluie ou de toutes sortes d'eau, qu'il s'agisse des flaques dans les maisons ou dans les parcelles, qu'il s'agisse de l'eau qui stagne dans des pneus, dans des pots de fleurs ou dans n'importe quel endroit. Nous devons assainir nos milieux. J'invite la population et les familles à dormir et à faire dormir toute la famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. Justice à présent, la CPI a rendu son arrêt hier, 8 années d'attente pour entendre la petite phrase de la procureure de la Cour pénale internationale qui scelle le sort d'un homme, Jean-Pierre Bemba, reconnu coupable pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Les espoirs du sénateur congolais et des milliers de ses partisans s'écroulent. Le président du MLC a encore du temps de séjour à La Haye en attendant le verdict de sa sentence. La Chambre déclare Jean-Pierre Bemba Gombo coupable. Voilà une décision qui vient de volatiliser l'espoir des militantes et militants qui croyaient à l'acquittement de leur leader, Jean-Pierre Bemba Gombo, à l'issue de cette audience. Audience ayant porté sur des crimes commis en République centrafricaine lors de l'opération menée par un contingent du mouvement de libération du Congo MLC entre 2002 et 2003. Le verdict aussitôt rendu, les chevaliers de la plume ont été éclairés par le bureau de sensibilisation de la Cour pénale internationale à Kinshasa. La Chambre a conclu que Jean-Pierre Bemba n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher ou réprimer l'exécution de crimes par ses subordonnés lors de l'opération menée en République centrafricaine en 2002-2003 et pour en référer aux autorités compétentes. Enfin, la Chambre a conclu, au-delà de tout doute raisonnable, que les crimes contre l'humanité de meurtre et de viol et les crimes de guerre de meurtre, viol et pillage, commis lors d'une attaque généralisée contre la population centrafricaine par les forces du MLC entre 2002 et 2003, découlent du fait que Jean-Pierre Bemba n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ses subordonnés. Entre-temps, le suspense demeure quant à la peine réservée à l'ancien vice-président de la République démocratique du Congo. La Chambre de première instance 3 décidera de la procédure à suivre pour fixer la peine après avoir entendu les parties et les représentants légaux des victimes. Abordant les questions relatives aux réparations en faveur des victimes, le bureau des représentations de la Cour pénale internationale à Kinshasa fait savoir qu'elles seront examinées en temps voulu. Mais en attendant, un délai de 30 jours a été accordé à la défense de Jean-Pierre Bemba pour aller en appel. Bien que l'espoir demeure pour beaucoup, les réactions ne se sont pas fait attendre, surtout du côté de l'opposition qui se dit être déçue de cet arrêt de la CPI. Oui, mais on ne connaît pas encore le nombre d'années, on attend. Mais il peut être coupable et condamné pour 2 ans.
hein, il peut être condamné pour 5 ans. Il a déjà fait autant d'années, donc la vraie interprétation, il faut qu'on connaisse le nombre d'années. Il faut attendre un peu plus tard. On est encore ému, hein. Je ne vois pas encore, moi, personnellement, je suis très ému. Je suis très touché, c'est quelqu'un que je connaissais, que je connais. Je préfère encore digérer. Je suis très attristé par cette nouvelle. J'ai pensé que après 8 ans passés en prison, alors que c'est un dossier qui concernait le président Patassé, à l'époque président en exercice, donc démocratiquement élu, il était plutôt de bonne loi que Jean-Pierre Bemba bénéficie de circonstances atténuantes. Mais bon, je ne remplace pas la justice. Hein. Dès le départ, en tant qu'ancien membre du MLC, à l'époque où j'assumais des responsabilités importantes dans ce parti, je considérais que les dossiers étaient politiques. J'ai gardé le même point de vue jusqu'au moment où je vous parle. Malheureusement, ce qui est arrivé. J'adresse un message de compassion à toute sa famille biologique, sa femme, ses enfants. Je pense aussi à sa famille biologique et à tous les Congolais qui espéraient que l'un de leurs fils retenu, on peut dire, pour la plupart des citoyens injustement à la CPI, soit libéré pour aussi participer à l'évolution de la société. Je crois que le pays a besoin de tous ses enfants, le pays a besoin de toutes ses têtes, le pays a besoin de tous ses leaders pour la construction de la nation. Autre chose à présent, c'est au tour de la douane au féminin. Osons, nous pouvons, que les femmes de la DGDA ont célébré le mois de mars dédié à la femme. Durant 2 jours, ces femmes douanières ont échangé sur des sujets importants pour l'émergence de la DGDA. Une assise de 2 jours qui témoigne la volonté des femmes de la DGDA de marquer leur implication durant ce mois de la femme. Pour affirmer leur présence, ces femmes se sont mises à l'école de la sensibilisation sur des sujets liés à leur métier et qui permettront une remise à niveau avérée. D'où le thème « La douane au féminin, osons, nous pouvons ». La douane au féminin, osons, nous pouvons, thème de nos journées de réflexion est à la fois un devoir et une interpellation pour nous tous, car pour que la nation atteigne le développement voulu, il y a nécessité que les hommes et les femmes conjuguent ensemble leurs efforts. Vous, femmes douanières, vous avez osé et vous pouvez. Vous pouvez mieux faire et même aller au-delà où on vous attend le moins. Vous êtes le moteur turbo de l'augmentation de recettes douanières. Des sujets abordés qui dégagent notamment des notions d'éthique professionnelle, du code des douanes, du tarif douanier et de l'origine de la marchandise. Des notions de douane qui donneront accès à ces femmes de jouir pleinement de leur rôle dans ce domaine. Cette journée qui est célébrée dans le monde entier offre à la femme l'occasion d'évaluer les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion de ses droits. Je voudrais vous féliciter pour votre initiative d'organiser 2 journées de sensibilisation des femmes douanières et d'avoir choisi différents sujets qui cadrent avec la fonction du douanier et de la douanière. Je vous demande de jouer dans l'exercice de vos fonctions un rôle moteur dans la promotion et le règne de l'éthique professionnelle au sein de la communauté douanière à laquelle vous appartenez. Réunies au sein de l'Association des femmes douanières, ces participantes ont reçu au terme de cette formation un certificat, preuve que désormais ces femmes sont engagées pour élever la douane en RDC. En sport, le plus grand nombre de sélectionnés sont déjà sur place dans la capitale pour préparer la double confrontation, comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017, à part ceux de la SV Club avec le sélectionneur national Florent Ibengue, ceux de Saint-Éloi Lupopo, Dieu merci Mbokani et Cédric Bakambu qui arrivent aujourd'hui. Ici est de signaler que les léopards de la RDC ont érigé leur quartier général à Béatrice Hôtel,
Nouvelle au centre-ville de Kinshasa. La 4e édition du Tour cycliste de la RDC aura bel et bien lieu cette année en cours. La confirmation a été donnée par les dirigeants de la Fédération congolaise du cyclisme et la fédération a même signifié la présence des experts de l'Union du cyclisme international sont sur place pour évaluer les contours techniques de la compétition. Le 4e Tour international cycliste de la RDC aura bel et bien lieu. Affirmation faite du président de la Fédération congolaise de cyclisme, Sylvestre Motayo Bela. Toutes les commissions devront travailler pour la réalisation de cette grande messe du vélo, sont déjà mis sur pied et n'attendent que le jour J pour le départ. Au stade actuel, nous sommes au niveau de prospection. Nous avons envoyé déjà quelques équipes à l'intérieur du pays. Et la semaine prochaine, il y a la dernière équipe partira dans les provinces qui sont concernées pour nous ramener des données que nous connaissons bien sûr, mais compte tenu quand même de l'évolution des réalités aussi qui ne sont pas immuables. On est contraint donc de les envoyer. Mais je peux vous rassurer que ça va. Il y a déjà 17 pays envisagés. Alors si vous prenez 17 par 9 ou 8, ça vous fait 80, 56, c'est déjà 126 à 140, plus 3 équipes de la RDC. Écoutez, ça va vaciller de 130 à 150. L'Union cycliste internationale ne reste pas indifférente à cette organisation. Raison pour laquelle les experts de la bécane se penchent actuellement sur les détails techniques qui devront concourir à cette compétition. Au niveau des équipes étrangères, celles qui vont venir pratiquement, nous avons la Suisse, nous avons la Hollande, nous avons l'Allemagne, nous avons les Français, nous avons les Hollandais. Ça, c'est pour parler des équipes européennes. Elle est en train de faire une sélection. Nous ne pouvons pas prendre tout le monde, effectivement, parce que vous savez que ça revient cher, ces billets. Après Matadi pour la première édition, Kolwezi pour la 2e, Kindu pour la 3e, c'est donc à Kisangani que le départ aura lieu pour 2016. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés au 341 sur le bouquet Canal 7.